Donc, bonjour à tous. Donc ce matin, on va aborder le sujet de l'apprentissage. Donc on va vraiment faire un focus sur ce dispositif alternance. Donc l'alternance qui est une réalité terrain. Donc il existe deux contrats en alternance qui sont des contrats de travail. Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Donc ce matin, c'est vraiment sur le dispositif contrat d'apprentissage que l'on va aborder. Et il existe aussi également des stages en entreprise en version continue ou alternée. C'est vrai que les stages font partie de la formation en alternance. Ça peut être un levier de prendre un stagiaire qui souhaite ensuite poursuivre sur un contrat en alternance. Au niveau du contenu du contrat d'apprentissage, donc c'est un dispositif de formation professionnelle depuis le 1er janvier 2019. Vous savez qu'avec la réforme de la formation professionnelle du 5 septembre 2018, beaucoup de choses ont évolué, surtout sur l'apprentissage. Donc l'apprentissage avant faisait partie de la formation initiale. Maintenant, c'est un dispositif de la formation professionnelle. L'objectif du contrat d'apprentissage, il est très simple, c'est d'avoir une qualification professionnelle qui est sanctionnée par un diplôme ou un titre inscrit au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles. Donc ce contrat de travail peut être sous la forme de CDD ou CDI, à temps plein uniquement, donc 35 heures ou 39 heures selon la durée hebdomadaire de l'entreprise. Les employeurs qui sont concernés par ce dispositif, ce sont tous les employeurs du secteur public et privé. Au niveau du financement, on était sur un système taxe d'apprentissage et là, on est passé sur un système avec un coût contrat. Donc, il faut savoir que là, pour l'année 2019, c'est une année assez transitoire au niveau du financement du contrat d'apprentissage, puisque les CFA qui avaient une convention avec la région vont continuer d'être financés par la région jusqu'au 31 décembre 2019. Toutes les nouvelles formations qui ouvrent en apprentissage en 2019 vont être financées par les OPCO, donc par nous actuellement au FAFIEC, alias aussi Atlas. Au niveau du public qui est concerné par le contrat d'apprentissage, nous avons maintenant un élargissement en fait, au niveau de l'âge des apprentis. Donc ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 29 ans. Il y a des exceptions au niveau de l'âge pour les jeunes de moins de 16 ans. Il faut qu'ils aient quand même terminé leur troisième et qu'ils aient 15 ans avant la fin de l'année. Et ensuite, il y a des situations particulières pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, où il n'y a pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage, les sportifs de haut niveau et dans le cas d'une reprise ou création d'entreprise. On continue sur la partie publique. Donc, toutes les personnes qui sont de nationalité française peuvent signer un contrat d'apprentissage, évidemment. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'espace économique européen, d'Andorre et de Monaco peuvent signer un contrat d'apprentissage sans papier particulier. Et les ressortissants des autres États doivent avoir une autorisation de travail. Donc ça, avant de pouvoir signer un contrat d'apprentissage avec des personnes hors ressortissants, doivent s'assurer qu'ils sont en règle au niveau de l'autorisation de travail. On va aborder la partie tutorat. C'est un élément qui est très important au niveau du contrat d'apprentissage, puisque le maître d'apprentissage qui va accompagner tout au long de la formation l'apprenti, ça doit être une personne déjà qui est volontaire, puisqu'il y a vraiment un accompagnement de cet apprenti pendant la formation et une implication en fait sur le suivi de sa formation et de son travail au sein de l'entreprise. Au niveau des conditions en fait, d'agrément, d'exigence en fait, d'expérience professionnelle pour être maître d'apprentissage, il y a une nouveauté à ce niveau-là. Il faut que la personne ait soit un diplôme équivalent ou supérieur en fait, à ce que l'apprenti va préparer avec 1 an d'ancienneté dans le métier. On parle bien vraiment dans le métier, hein, pas dans l'entreprise, mais une ancienneté dans le métier. Si c'est un diplôme inférieur, il faut que la personne ait 2 ans d'ancienneté dans le métier. Il y a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle une équipe tutorale. Sur le papier, sur le CERFA, on va en parler un petit peu plus tard, vous pouvez mettre donc le nom d'un maître d'apprentissage. On sait que dans la pratique, c'est souvent plusieurs maîtres d'apprentissage qui peuvent intervenir dans la formation de l'apprenti.
Il suffit tout simplement d'indiquer sur un document à part, sur un papier, une lettre en tête, les différentes personnes, les différents maîtres d'apprentissage qui peuvent intervenir dans la formation de l'apprenti. Ensuite, au niveau du quota, ce qu'on appelle le plafond maximum qui est autorisé par les maîtres d'apprentissage, c'est 2 apprentis maximum plus un redoublant, mais voilà, c'est quand même assez rare, mais sinon on est sur 2 apprentis par maître d'apprentissage. Alors, les lieux de formation, donc ce sont des CFA ou des sections d'apprentissage qui, depuis le 1er janvier, a évolué avec la réforme, puisque tous les CFA en fait, sont devenus des organismes de formation, donc avec des spécificités à respecter. Et surtout maintenant, il va y avoir une contractualisation en fait, de cet achat de formation par le biais d'une convention de formation, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent avec les CFA. Vous signez tout simplement avant un contrat d'apprentissage. Maintenant, il y aura également une convention de formation qui sera signée. Donc, il y a les CFA qui vont devenir organismes de formation doivent respecter le conseil de perfectionnement à mettre en place, être data docké pour pouvoir être financé sur cet apprentissage. Et donc, en fait, dès l'instant où on est un organisme de formation, maintenant, on peut dorénavant ouvrir de l'apprentissage sans conclure une convention avec la région. Ce qui était le cas avant, on était obligé d'avoir un accord de la région pour pouvoir ouvrir de l'apprentissage. Alors, au niveau de l'enregistrement en fait, du CERFA, du contrat d'apprentissage, donc le contrat d'apprentissage est signé entre l'employeur, l'apprenti et le représentant légal si l'apprenti est mineur, par l'école, donc le CFA, et ensuite par la chambre consulaire. Jusqu'au 31 décembre 2019, c'est comme ça que ça va se passer. Ce sont encore les chambres consulaires qui enregistrent les contrats d'apprentissage. Donc vous avez 5 jours après l'embauche pour faire les formalités du contrat, signer le contrat, et la chambre consulaire a 15 jours pour enregistrer ce contrat. À partir du 1er janvier 2020, ce seront les OPCO qui vont traiter les contrats d'apprentissage. Alors, au niveau de la durée du contrat, il y a une petite évolution au niveau de la durée, puisqu'avant, un contrat d'apprentissage pouvait être conclu pour une durée de 1 à 3 ans. Maintenant, on peut conclure un contrat d'apprentissage dès 6 mois jusqu'à 3 ans. Ça n'a pas bougé. Et la durée minimale de formation est de 400 heures. Il peut y avoir, en fait, au niveau de la durée, on peut modifier, en fait, on peut adapter la durée du contrat en fonction des compétences déjà acquises par l'apprenti. C'est-à-dire qu'une formation qui à la base est sur 2 ans, suivant les compétences déjà acquises par l'apprenti, peut être réduite. Alors, au niveau de l'apprenti dans l'entreprise, donc là, c'est vraiment sur la partie réglementaire. L'apprenti a bien un statut de salarié, c'est un contrat de travail. Alors certes, il est spécifique, mais c'est un contrat de travail. Donc, il dispose de toutes les dispositions en fait, qui sont déjà applicables dans l'entreprise aux autres salariés. Voilà, il a les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. Ensuite, c'est 35 heures de travail ou la durée conventionnelle qui est appliquée dans l'entreprise. Le temps passé en CFA est considéré comme du temps de travail, c'est-à-dire que la semaine où il est en formation, c'est du temps de travail, donc il n'a pas à revenir en entreprise le soir ou le week-end qui suit cette semaine de formation, sauf si le contrat est sur 39 heures et que la semaine de formation est, elle, sur 35 heures. Donc toutes les heures supplémentaires sont soit payées, soit compensées en repos. Alors, tous les apprentis bénéficient d'un compte personnel d'activité et donc d'un compte personnel de formation. Et donc, ils ont, dans ce cadre-là, ils cotisent en fait au CPF pour après, plus tard, pouvoir utiliser ce compte. Il n'y a pas de prime de fin de contrat. C'est un CDD pour certains cas de contrat d'apprentissage, mais il n'y a pas de prime de précarité à la fin. Voilà, c'est
la spécificité du contrat d'apprentissage. Il n'y aura pas de prime de précarité à donner à la fin du contrat. Quelques spécificités au niveau du contrat d'apprentissage. Il y a la possibilité de faire une mobilité donc, à l'étranger. Donc, certaines formations ont des stages en quelque sorte à l'étranger à faire. Donc, il y a des conventions de mobilité courtes ou longues qui peuvent être mises en place avec le centre de formation d'apprentis. Et donc, il y a un référent mobilité qui est présent dans les CFA et qui accompagne en fait les entreprises et les apprentis sur la mise en place de ces conventions de mobilité. Ensuite, il existe un congé pour examen. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a un congé obligatoire de 5 jours pour révision qui peuvent être organisés ou non par le CFA. Donc là, c'est un droit. Pendant ces 5 jours de congé, en fait, de révision, il y a un maintien du salaire et c'est un droit pour l'apprenti de prendre ces 5 jours pour réviser. Ils doivent être pris dans le mois qui précède le passage des examens et donc le salaire est maintenu. Ça doit être indiqué dans le calendrier mis en place, le planning qui est mis en place par le CFA en amont de la signature du contrat. Au niveau du salaire des apprentis, il y a une grille en fait légale qui existe et après il y a des grilles, ce qu'on peut dire conventionnelles. Chaque convention collective peut appliquer une grille de rémunération particulière pour les apprentis. Donc la rémunération elle varie souvent en fonction de l'âge de l'apprenti, mais aussi de la progression du cycle en fait de formation. Voilà, vous avez première, deuxième, troisième année en fonction de l'âge. Et selon certaines grilles de convention collective, vous avez aussi le niveau de formation préparé qui peut être pris en compte. Voilà, donc il y a beaucoup de grilles qui existent en termes de rémunération d'apprentis. Donc en fait, il faut à chaque fois, par rapport à votre convention collective, bien vérifier au niveau soit de la chambre consulaire pour l'instant jusqu'au 31 décembre et ensuite au niveau de l'OPCO pour avoir la confirmation d'appliquer la bonne rémunération. Le changement de tranche d'âge, ce qui peut arriver en cours de contrat, le changement de tranche d'âge et donc de rémunération s'applique le mois qui suit l'anniversaire. Donc là, vous avez un exemple de rémunération de notre convention collective, donc Syntec. Donc on voit bien qu'il y a les années d'exécution donc avec la première, deuxième, troisième année. Vous avez ensuite l'âge, donc les moins de 18 ans, une catégorie de moins de 21 ans, moins de 26 ans et une nouvelle catégorie qui est apparue pour les 26 ans et plus, qui n'existait pas jusqu'à présent, donc qui a été rajoutée avec cette réforme. Vous pouvez bien distinguer aussi qu'on fait la différence au niveau des niveaux préparés également pour les moins de 21 ans et les moins de 26 ans. Il y aura une rémunération qui sera différente si c'est un niveau 2 qui est préparé ou un niveau 3 et un niveau 1. Donc il y a certaines parties qui sont appliquées avec le SMIC et d'autres avec le salaire minimum conventionnel, le SMC. Alors au niveau de la rupture du contrat, c'est un contrat de travail, donc vous avez une période d'essai en contrat d'apprentissage qui est de 45 jours de présence effective en entreprise. Donc tous les jours de formation, de congé, de maladie ne sont pas comptabilisés. Ce sont vraiment les 45 jours, premiers jours de présence effective en entreprise. Pendant ces 45 jours, l'une ou l'autre des parties peut rompre le contrat sans motif particulier. Voilà, c'est une période d'essai. Passer ces 45 jours de présence effective en entreprise, c'est soit une rupture en commun accord, donc il faut que les deux parties signent un document et se mettent d'accord sur une rupture, une date précise de rupture. Ensuite, il y a une nouveauté, il y a la possibilité pour un apprenti, sur son unique décision, de quitter l'entreprise, donc démission, mais dans l'obligation de saisir le médiateur consulaire pour mettre en place cette rupture, mais à l'initiative de l'apprenti. Il y a également le licenciement, donc on arrive sur un cas classique pour faute grave, etc., donc de la part de l'entreprise. Et ensuite, il y a la possibilité également pour l'apprenti, lorsqu'il le souhaite, de rompre le contrat dès l'obtention de son diplôme. Dans ce cas-là, en fait, il y a des conditions à respecter. Il doit prévenir son entreprise 2 mois avant le passage des examens,
en lui disant par écrit, tout simplement, qu'à la fin du passage de ses examens, il souhaite rompre le contrat. Et là, il n'y a pas besoin que l'entreprise soit d'accord. Il est possible de rompre le contrat dans ce cas-là. Et ensuite, il y a le cas de la liquidation judiciaire. Oui. Non, il n'y a pas d'indemnité. Il y aura après le reçu pour solde de tout compte, comme une rupture classique avec les congés payés qui n'auront pas été pris, mais il n'y a pas d'indemnité. En cas de licenciement, non plus. Oui. Alors non, pas forcément. En fait, succès ou pas, c'est à la fin du passage de ses examens, il souhaite rompre le contrat, qu'il ait ou pas son diplôme. Oui. 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 Alors ça va dépendre à quel moment vous faites le licenciement du coup. Ah oui, si c'est en 3 ans, oui. Mais si vous avez fait le licenciement. Oui. Alors là, après, ça c'est une nouveauté. Hein, donc, tu as une info, toi, sur... Après, je pense que... Ah, excusez-moi. Non, mais la question est posée. Est-ce que j'ai une info? Après, c'est ça. Le but, c'est pas de faire des ruptures non plus, hein, tant qu'à faire. Mais si ça arrive... est-ce que j'ai une info? En fait, les motifs de licenciement, voilà, c'est faute grave de l'apprenti, cas de force majeure, inaptitude constatée par la médecine du travail et exclusion de l'apprenti en CFA. Oui. Prends le micro. Ah, pardon. Quelle est l'intention légale de la rupture unilatérale en cas d'obtention du diplôme? Parce que c'est un peu curieux, justement, dans le sens des entreprises qui accompagnent dans l'idée de former un salarié pour le recruter, de pouvoir donner la possibilité unilatérale aux jeunes de dire bon mais ciao, dès que j'ai mon diplôme je m'en vais. Oui, alors en fait on le voit souvent dans le cas où l'apprenti sait qu'il ne va pas être embauché à la suite et qu'il a la possibilité, en fait souvent c'est des contrats qui se terminent plutôt fin août ou début septembre parce qu'ils ont commencé tardivement et du coup pour travailler en fait payé à 100%, voilà. C'est souvent dans ces cas-là en fait qu'il y a une rupture au moment des examens, ouais. Mais voilà, parce que l'objectif de l'entreprise n'est pas forcément d'embaucher la personne à la suite de la formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous passe le micro. C'est pas des questions, mais il y a des trucs. Bon, moi j'ai l'apprentissage dans le sang, donc j'en ai régulièrement. Néanmoins, quand un apprenti gagne 2 fois le SMIC, pourquoi 2 fois le SMIC? C'est qu'il est payé, y compris pendant sa période de formation. D'accord? Donc il faut bien voir que par rapport au coût de l'entreprise, un apprenti est payé 2 fois le SMIC. Ah oui. Ce qui aujourd'hui me gêne dans ma grille tarifaire, parce qu'il est payé plus qu'un salarié à temps plein. Qui plus est, et ce qui m'a vraiment un peu choqué, le mot est fort, mais c'est ça, c'est qu'il a droit, y compris, alors c'est mesquin, mais vis-à-vis des autres, c'est important, au ticket restaurant, même quand il est en période de formation. Oui, parce qu'en période de formation, il est salarié de votre entreprise. Et oui, mais voilà. alors, ne prenez pas ça, j'ai vraiment l'apprentissage, hein, mais par rapport aux autres, c'est quand même... c'est compliqué à faire passer vis-à-vis de mes salariés, hein, parfois. Et même là, je suis en renouvellement d'apprentissage, on m'a dit, mais pourquoi tu continues à en prendre? Ouais. D'accord. Et ça, le gouvernement, il n'a pas pensé à la notion psychologique. Et aujourd'hui, moi, je suis président de syndicat, je milite pour l'apprentissage, mais j'ai mon voisin qui est 3 fois plus gros que moi, il n'en a aucun apprenti. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est... Oui, pardon, c'est pas... Ouais, Je suis 3 fois plus gros, ça se voit pas. non, il a un petit léger surpoids, il ne court plus. Bon, donc, et si on veut développer l'apprentissage, il faut des apprentis, mais il faut des entreprises, Bien sûr. privées ou publiques. Mmh. Et là, on a des freins psychologiques. Alors, je ne sais pas au niveau de l'OPCO si on peut faire remonter ça, mais ce serait une modification de la loi, quoi. Mais bon, c'est compliqué à faire.
Oui, c'est ça. La loi a déjà modifié pas mal de choses. Après, c'est vrai que dans notre branche, la rémunération est quand même très, très avantageuse. C'est vrai pour les apprentis. Et on comprend tout à fait que un apprenti peut être payé quasi sur l'équivalent de quelqu'un qui est là à temps plein et peut-être depuis plusieurs années. Voilà. Mais c'est notre branche qui a instauré cette grille et qui est applicable obligatoirement. Ouais. Oui. La grille légale qui a La augmenté. branche, en fait, a fait des choix, notamment en termes de rémunération, mais la grille, essentiellement, elle est quand même calquée essentiellement sur la grille légale qui prévoit. Donc, c'est vraiment effectivement une question qui est réglementaire. Et le plus de poids possible qui peut se faire, effectivement, c'est à travers donc, des remontées, notamment par les divers syndicats professionnels. Ah oui, c'est le meilleur moyen, oui. Merci. Alors, on aborde un dernier chapitre qui sont les aides. Alors, au niveau de l'effectif, il faut savoir que les apprentis ne sont pas comptabilisés dans les effectifs. C'est un contrat de travail, mais ils sont exclus du calcul des effectifs. Par contre, ils rentrent dans le calcul donc, des contrats favorisant l'insertion professionnelle et pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Au niveau du financement en fait, de la formation, donc c'est soit par le biais de la taxe d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019, comme je vous disais tout à l'heure avec les régions, soit après donc, par le biais des OPCO pour les nouvelles formations. Et ensuite, il y a la possibilité de vous accompagner sur l'aide à la fonction tutorale en fait, pour le maître d'apprentissage. Il faut que cette personne, le maître d'apprentissage, ait suivi soit la formation de tuteur en entreprise, qui est une formation sur 2 jours et qui est prise en charge aussi par les OPCO, puisque c'est pour des salariés de l'entreprise, soit qu'il ait déjà exercé ce rôle en fait, de tuteur durant les 2 dernières années avant le début du contrat. Au niveau des aides financières, là, il y a un gros changement qui s'est fait avec la réforme. Puisqu'avant, il y avait des aides régionales. Maintenant, il n'existe plus qu'une seule aide unique pour les entreprises donc de moins de 250 salariés, mais pour des niveaux de formation allant jusqu'au niveau bac. Donc, c'est un niveau 4, ce qui se voit très peu dans notre branche. Hein, clairement, on est plutôt sur minimum des niveaux 3, voire niveau 2 et 1. Alors si je puis me permettre, c'est un point qui peut quand même poser problème effectivement dans notre secteur d'activité, vu qu'on est souvent sur des niveaux d'apprentissage qui commencent soit sur du BTS ou du Bac+2, de la licence, du master. Par ailleurs, ça correspond à une vision de l'apprentissage qui est un peu étonnante, c'est-à-dire qu'on aiderait les entreprises qui n'ont que des apprentis sur un niveau infra-bac. Oui. On avait essayé pendant longtemps de sortir de cette image-là, et en fait on revient sur quelque chose qui paraît un peu archaïque au niveau de la conception de l'apprentissage. Alors, je pense que cette aide unique, comme pour toute la réforme en général, elle vise en fait les bas niveaux. Donc, c'est pour ça que cette aide unique a été mise en place. C'est pas forcément que pour l'apprentissage. Je sais que souvent, il y a beaucoup d'entreprises ou encore des personnes qui ont l'image de l'apprentissage, c'est maximum CAP ou bac, plutôt sur des métiers artisanaux, pas du tout. Maintenant, on va jusqu'au diplôme d'ingénieur en apprentissage. Là, cette réforme, elle a mis cette aide unique en place vraiment pour favoriser les bas niveaux et essayer de faire monter en compétences le maximum de personnes. Voilà, c'est là-dessus, malheureusement, on ne peut rien y faire. Juste pour corroborer les propos de Bérangère, et pour répondre à ta question Thierry, il y a eu bien entendu pendant les négociations durant cette réforme du lobbying, parce que cette partie-là est arrivée assez vite. Je te rejoins complètement. On a dit effectivement que la dynamique aujourd'hui de développement de l'apprentissage était plutôt du côté de l'enseignement supérieur et loin du côté de l'infrabac. Le gouvernement ne l'a pas entendu de cette oreille. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas développé l'apprentissage infrabac, hein, c'est pas mon discours non plus. Pour encore rajouter l'investissement, on sait que l'investissement du côté des conseils régionaux se fait plutôt également du côté de l'infrabac. Donc là, c'est
j'espère, enfin moi quand je parle avec plusieurs entreprises, je ne sais pas si les entreprises dans la salle seront d'accord, aujourd'hui nos entreprises ne prennent pas des apprentis pour l'aide, en tout cas l'aide gouvernementale, donc elles prennent parce qu'elles sont convaincues de ce dispositif. Maintenant, voilà, j'espère que ça ne freinera pas effectivement la dynamique de développement dans la branche. D'accord. Est-ce qu'il y avait des réactions par rapport à ça ou des... Non, du tout. Pas de souci. Agnès, il y avait un... C'est juste une réaction pour aller dans le même sens que ce qu'on dit, c'est qu'à la fois il y a un discours de volonté de dire on veut développer l'apprentissage, c'est un dispositif important, etc. Et on voit qu'il y a beaucoup de freins et que plutôt sur l'entreprise, par rapport à toutes les réactions qui ont été précédentes, là, on voit bien que sur l'entreprise, on a plutôt un effet, ça coûte plus cher, vous avez moins de facilité, l'apprenti peut s'en aller, vous n'êtes pas aidé. Donc finalement, il y a un énorme décalage entre le discours, et je pense que c'est à nous, entreprises, via nos branches, nos syndicats professionnels, etc., de faire passer ce message, parce qu'il y a un décalage entre le discours de l'apprentissage, c'est important, on favorise l'apprentissage. En réalité, non, on défavorise l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'apprentissage de 2020, il sera beaucoup moins favorable pour les entreprises. Et donc, effectivement, on le fait pas pour les aides. Mais c'est vrai que ça interroge quand on voit que le taux horaire d'un salarié en apprentissage sur lequel on investit en formation, il est 2 fois supérieur à un autre salarié. Parfois, ça interpelle quand même. Très bien. Alors, on y reviendra tout à l'heure parce que je parlais de ça parce qu'on a une enquête sur l'attractivité, la fidélisation de notre filière au niveau des jeunes, donc c'est pas anodin. On s'interroge pas mal sur ce qui les fait venir dans nos entreprises, ce qui les fait rester, et également sur ce que les entreprises peuvent mettre en place à ce niveau-là. Donc c'est une interrogation globale. Après, encore une fois, je pense que dans un pays où on souhaite avoir une dimension tech assez développée, il est assez étonnant de voir que l'apprentissage, notamment dans notre branche, n'est pas forcément plus encouragé que ça, alors qu'on l'a vu, nous, dans l'enquête qu'on avait fait sur compétences numériques, l'apprentissage et l'alternance sont un des vecteurs privilégiés de recrutement dans nos entreprises. Oui, j'arrive pour la question. Alors, pas de problème, avec plaisir. Je ne donne qu'une opinion, on peut tout à fait y réagir. Bonjour, donc moi je dirige un centre de formation d'apprentis au métier du numérique de l'enseignement supérieur et je forme des jeunes sur du niveau 1. Donc tout ce qu'on vient de se dire là, en fait, je ne peux que abonder dans le sens de tous les propos, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un double discours, il y a une volonté très affichée de pousser l'apprentissage et à contrario, il y a moins d'aide pour les entreprises. C'est effectivement des salaires qui sont lourds parce que les conventions collectives, et tant mieux pour les jeunes, sont plutôt favorables, en l'occurrence avec le FAFIEC, enfin Atlas. Moi, je suis régulièrement en contact d'entreprises qui me disent vos jeunes, je vais les prendre parce que c'est un moyen formidable pour moi de les conquérir avant qu'ils soient diplômés, pour les former à ma culture et puis développer ma marque employeur auprès de vos jeunes, etc. Donc je fais l'effort de les former 1 an, 2 ans, 3 ans, pour être sûr qu'à la sortie, ils restent chez moi, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement parce qu'ils sont chassés, donc ils ne restent pas. Mais en l'occurrence, la question du coût, pas d'aide, un salaire important, etc., elle est souvent en fait complètement gommée par quand même l'intérêt de pouvoir avoir un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, parce que maintenant on voit que c'est jusqu'à 30 ans, enfin 29 ans révolus, formé dans une entreprise à des métiers quand même très pointus. Donc voilà, moi le discours que j'ai auprès des entreprises, c'est leur dire oui, effectivement, vous n'êtes pas forcément aidés, oui, ça coûte, mais par contre, regardez ce que ça peut vous apporter en termes de sourcing, de talent. Et finalement, vous ne faites qu'anticiper vos recrutements. Voilà. Donc ça peut aussi être présenté comme ça, même si je comprends bien que pour les salariés de l'entreprise, un jeune qui est payé 1 400 €, 1 500 € par mois et qui est censé être un apprenti, donc un bébé en formation, parce que c'est souvent comme ça qu'ils sont perçus, voilà, ça peut poser question. Mais en tout cas, il faut y aller sur l'apprentissage. Mais je suis d'accord, c'est l'image qu'il faut garder de l'apprentissage. En fait, c'est l'alternance en général. Voilà, c'est vraiment de pouvoir former en fait des futurs collaborateurs de votre entreprise à vos méthodes de travail. Et c'est ça, c'est de trouver des futurs talents pour anticiper des recrutements avec des départs à la retraite, des choses comme ça, ou une évolution d'activité. C'est voilà, c'est pouvoir formater en fait
cette personne avant qu'elle soit formée définitivement à vos méthodes et à votre image. Je vais juste, là aussi, amender tous ces propos en vous donnant quelques chiffres clés au niveau national. Des chiffres au niveau régional sur l'apprentissage, on va les avoir quand on sera définitivement OPCO et quand on aura ces fameux contrats d'apprentissage en termes de dépôt, puisque aujourd'hui c'est les consulaires qui ont les chiffres avec la fameuse base Ariane dont on ne dispose pas encore. Mais sinon les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est dans la branche, c'est 10 000 apprentis, 10 033 exactement au 31 décembre 2017. C'est les derniers chiffres que l'on a. Sur ces 10 000 apprentis, en termes de dynamique, chaque année, on observe quasiment entre 10 et 15% d'apprentis supplémentaires dans toute la branche. Et bien entendu, sur les principaux secteurs comme l'ingénierie et le numérique, ce sont des locomotives sur ce dynamisme. Autre chiffre assez intéressant, on parlait de rupture de contrat tout à l'heure, on a seulement, et je dis bien seulement, 4% de taux de rupture dans la branche. Juste pour vous donner là aussi des éléments de comparaison, tout secteur confondu, les chiffres de la DARES la même année où on a obtenu ces 4% sont aux alentours de 28%, tout secteur confondu. Dans l'hôtellerie-restauration, ça plafonne à 50%. Donc la difficulté de l'apprentissage, là aussi pour d'autres secteurs, voilà, on peut ramer avec le turnover et autres. Nous, là-dessus, on est assez épargnés. Dernier chiffre, là aussi, pour alimenter tout ce qu'on vient de se dire en termes d'insertion professionnelle. Sur la partie insertion, en tout cas sur les niveaux 1, on a un chiffre assez intéressant. On a 93% de nos apprentis qui s'insèrent dans notre secteur, c'est-à-dire le secteur dont ils sont diplômés. 93% sur les niveaux 1. Sur là aussi des éléments de comparaison, si je prends le secteur de l'automobile, on a 50% des jeunes qui sont formés dans l'automobile qui ne terminent pas dans l'automobile. C'est énorme. Donc nous, on est là aussi assez bien lotis. Thierry tout à l'heure parlait d'attractivité, et là on va avoir quelques slides également sur ce sujet-là. Les jeunes, on va dire, se forment, sont diplômés et ensuite s'insèrent naturellement et donc sont assez fidèles au secteur, notamment sur le numérique et l'ingénierie. Oui, j'arrive. J'ai juste besoin d'une précision. 10 033 apprentis, mais quel est le taux de pénétration, c'est-à-dire par rapport au nombre de salariés de la branche? En gros, vous voulez le rapport entre le nombre de salariés et le nombre d'apprentis? Il y a deux chiffres qu'il faut tenir. C'est le taux de pénétration, c'est le nombre d'apprentis par rapport au nombre de salariés total. D'accord. Il faudrait un chiffre, c'est le nombre d'apprentis par rapport au nombre d'embauchés. Non, très bien. Alors sur la deuxième partie, sur le nombre d'embauchés, je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais la voir. Sur la première partie, on a fait en fait, on voulait voir un peu par rapport à d'autres secteurs historiques, où est-ce qu'on en était sur justement la dynamique de l'apprentissage. On a comptabilisé les alternants. Donc on a mis les 10 000 apprentis et les 19 000 contrats de pro. Ce qui nous emmène quasiment à un peu moins de 30 000 alternants. 30 000 alternants, si vous le mettez au regard des 800 000 salariés de la branche, vous arrivez grosso modo à un peu plus de 2,5%. La métallurgie, le bâtiment, qui sont des branches historiques et qui font de l'apprentissage depuis bien longtemps que nous, sont à peu près sur les mêmes taux. Un tout petit peu plus, ils sont à 3,2 ou 3,3. Donc on n'est pas si loin en termes d'intégration. Et notamment sur les chiffres de taux de rupture et les taux d'insertion, on est largement au-dessus d'eux. Donc on a cet aspect un peu plus qualitatif sur nos secteurs par rapport à des secteurs historiquement, je dirais, praticables, qui pratiquent l'apprentissage depuis très longtemps. Alors nous, on a fait une toute petite étude au niveau du CIRPIN, vous le retrouvez dans le rapport d'activité qu'on vous a donné. On est sur un taux d'alternants, nous on a environ 2000 salariés, on a un taux d'alternants et d'apprentis qui est d'environ 5%, avec de mémoire environ 3% de femmes et 2% d'hommes. Alors on n'est pas allé plus loin sur la comparaison par rapport au nombre d'embauchés ou autres, mais ça donne une idée dans nos PME du numérique du nombre actuel, on va dire, d'alternants sur ce petit échantillon-là.
C'est très étonnant au niveau du rapport homme-femme, même dans le numérique. Généralement, on n'a pas ces chiffres-là, même voire généralement, elles sont plutôt inversées. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il faudra s'appuyer sur ces chiffres-là pour communiquer. Voilà. On peut continuer. Alors, je vais vous présenter donc du coup la marque concepteur d'avenir, c'est la marque jeune du FAFIEC. Marque jeune, non pas dans l'idée de marque employeur, mais c'est plutôt la marque qui communique vers les jeunes. Alors les jeunes, c'est très large, hein, ça va du CE2 jusqu'au Bac+5. Donc vous vous en doutez, on n'utilise pas du tout le même wording et c'est complètement adapté. Vas-y, tu peux... Voilà. Donc recruter des CE2, on ne sait jamais. Non, les représentations erronées commencent, hélas, dès la primaire. Donc, on y va et on mène des actions dès l'élémentaire. Deux, trois petits éléments de contexte. Donc, le FAFIEC a signé une convention cadre de coopération avec les deux ministères, Éducation nationale et jeunesse, et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le 11 octobre 2016, ce qui nous a permis, contrairement, ou alors également, il y a certaines branches qui l'ont également fait, ce qui nous a permis de ponctionner, enfin d'utiliser une partie des fonds libres laissés par les entreprises pour pouvoir mener des actions de promotion des métiers et de valorisation de l'apprentissage. Donc depuis 2016, depuis fin 2016, on mène des actions. Donc le FAFIEC mène chaque année plusieurs actions. Là aussi, on est monté crescendo. On a commencé par une quarantaine. En 2017, c'était plutôt autour de 60. Et là, cette année, en 2019, on a atteint 82 actions. Et cette action-là permet aujourd'hui de financer des actions en région. Donc 3 grands objectifs sur cette convention. Je ne vais pas vous citer tous les axes de cette convention cadre, mais les 3 principaux objectifs, c'est l'attractivité des métiers, de nos 170 métiers. L'attractivité, c'est de valoriser, de promouvoir ces métiers, alors plutôt dès le collège, dans le cadre du parcours à venir, dispositif légal et réglementaire de l'éducation nationale, collège-lycée, où là, on mène des actions, des conférences en présentiel, mais également, vous allez voir tout à l'heure, le site internet Concepteur d'avenir qui profite également d'alimenter en dispositif pédagogique les enseignants, mais également les parents d'élèves. Donc ensuite, sur le deuxième objectif, là, c'est de les fidéliser. C'est-à-dire on est plutôt sur une sécurisation des parcours. Tout à l'heure, on a parlé de taux de rupture. Donc, on a mis de l'énergie pour les emmener en formation. Maintenant, il faut mettre de l'énergie pour donc, les fidéliser, leur faire ressentir ce sentiment d'appartenance au secteur et donc les emmener jusqu'au diplôme. Et le troisième objectif, naturellement, c'est de les insérer professionnellement dans nos entreprises. Quand je dis nos entreprises, c'est les entreprises de la branche. Alors, quelques chiffres là aussi sur ce site. Ça fait pas très longtemps qu'il existe. Il va avoir 2 ans au mois de mai. Donc, il est pas si... voilà, il est assez récent. Donc, on a atteint en 2018 130 000 visites. On est plutôt sur des jeunes essentiellement. Quand je dis des jeunes, on est très largement sur un public étudiant, lycéen. D'accord. On a également pas mal de responsables pédagogiques des écoles que l'on soutient, mais pas que. On a également des enseignants de collège qui font de la découverte professionnelle dans leur établissement. Et en termes de device, on est sur du 50-50, sur le mobile et sur le desktop. Donc en 2018, on a mené plusieurs campagnes. J'en ferai le focus tout à l'heure sur une notamment qui a très très bien fonctionné. Donc on anime nos propres réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux qui sont de la marque Concepteur d'avenir. Le service com du FAFIEC a également ses propres réseaux sociaux. On a donc notre compte Twitter, notre page Facebook, mais également notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube qui aujourd'hui a quasiment 170 vidéos, des vidéos qui sont réalisées également dans le cadre de cette convention avec les ministères. Alors, là, je vous ai fait plusieurs screenshots de la nouvelle page d'accueil du site Concepteur d'avenir. Ce n'est pas anodin. On vient de la mettre en ligne il y a quelques jours.
Et cette page d'accueil, aujourd'hui, elle est essentiellement centrée sur une visibilité sectorielle. C'est-à-dire que le jeune, quand il va arriver sur la homepage de Concepteur d'avenir, il va en un clic avoir toutes les informations sur le secteur du numérique. Et s'il veut des informations sur le secteur de l'ingénierie, il a juste à cliquer sur le bloc ingénierie et là, l'ensemble de la home se met aux couleurs de l'ingénierie avec des contenus adaptés. Quand je dis des contenus adaptés, on a des vidéos, des motion design sectoriels, on a également les fiches métiers les plus populaires. Donc là, des fiches métiers, bien entendu, inspirées de notre observatoire de branche, mais également adaptées et vulgarisées pour les enseignants et les jeunes. On a notre agenda, donc aujourd'hui par exemple cette journée, cet événement est valorisé sur le site. On a les offres également en contrat d'apprentissage et en stage sur les secteurs et on a un annuaire de formation. L'annuaire de formation, il est essentiellement sur la formation initiale, donc contrat d'apprentissage et temps plein. D'accord ? Demain, dans le cadre des évolutions de l'OPCO, il sera beaucoup plus élargi. Donc là, je vous ai parlé de la home qui était adaptée à chaque secteur et sur le site internet, parce qu'on a énormément de contenu, on a adapté également la navigation pour chaque profil. Donc pour les profils étudiants-apprentis, ils ont des contenus spécifiques. Ils ont juste à cliquer à « Je suis étudiant-apprenti » et là, l'ensemble des contenus s'affiche pour eux. Même chose pour collégiens-lycéens. Pour les parents d'élèves qui sont des prescripteurs et qui nous ont demandé là aussi d'afficher des contenus propres sur ce type de public, on l'a fait. Bien entendu, nos écoles et les entreprises. Et pour les entreprises, on a mis en ligne la semaine dernière un guide juridique. On a été accompagné par un cabinet là-dessus sur tous les nouveaux dispositifs et notamment qui prennent en conséquence notamment les décrets qui sont sortis en début d'année. Donc vous pouvez retrouver sur ce site-là, je sais que la présentation de Bérangère a été très claire ce matin, mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur le site Concepteur d'avenir et télécharger le guide et vous avez vraiment toutes les informations juridiques et légales sur le contrat d'apprentissage. D'accord. Comme moi, je suis un peu old school. Avant existaient des guides papier qui étaient très très bien faits à l'attention des entreprises et également des apprentis. Est-ce qu'on retrouvera ce type d'outils dans un avenir proche ou pas du tout, tout va être dématérialisé? Est-ce qu'on aura à nouveau des guides sur l'apprentissage? Alors, ma réponse c'est oui, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est encore en attente de décret. Cette année 2019, c'est une année de transition. Et donc, on ne voulait pas imprimer ce guide avec des versions et des quantités comme on l'a déjà fait effectivement l'an dernier ou l'année passée. On attend que tout soit stabilisé et dès qu'on a intégré l'ensemble des contenus sur ce guide, on l'imprimera bien sûr. On n'est pas sur du 100% digital, on est également notamment sur nos salons forums, on est sur du guide papier et pas mal de print. Ah, question. J'arrive. Non, mais avec plaisir. Aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur quoi? Sur l'entreprise ou sur le candidat? Est-ce qu'on a trop de jeunes et pas assez d'entreprises, ou est-ce qu'on a trop d'entreprises et pas assez de jeunes? Ou les deux? Je dirais que ça dépend des secteurs. Ça dépend beaucoup des pratiques également en région. Sur des secteurs comme le numérique, l'offre, elle est disponible en fait. C'est juste que l'entreprise, généralement, elle a des offres. Donc, soit elle a un site carrière, soit elle dépose son offre sur Pôle emploi, Le Bon Coin. Et donc, il existe pléthore d'offres et donc il va se diluer. Nous, on essaye de réfléchir à un système de reprise des offres pour que l'entreprise puisse la déposer une seule fois et qu'elle soit visible sur l'ensemble des sites. Ça aussi, c'est important. En termes de sourcing, pour répondre à votre question, techniquement, on manque de jeunes. Il y a eu plusieurs études là-dessus, notamment sur le numérique. Chaque année, il manque 10 000 jeunes formés
dans le numérique pour répondre aux besoins de recrutement et notamment aux besoins des entreprises qui ont été identifiés via notre observatoire de branche. Donc, en termes de sourcing, nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va, dès l'élémentaire, communiquer sur les métiers. On ne souffre pas de déficit d'image. Clairement, je ne vais pas vous faire le discours où on souffre d'un déficit d'image. On souffre plutôt d'une méconnaissance métier. Quand on va dans les conférences, dans les collèges, quand on parle de data scientist, quand on parle de BIM manager, quand on parle de pen tester, les enseignants, les parents ou les jeunes nous regardent avec des gros yeux en disant mais c'est quoi ça? On a vu ça que dans les films. Non, en fait, ce sont des métiers bien réels et concrets. Donc du coup, on est sur de l'information et de la découverte professionnelle. Quand les jeunes connaissent tous nos rapports statistiques, nos questionnaires de satisfaction montrent que les jeunes sont intéressés et souhaitent aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur l'attractivité dès le plus jeune âge, pour essayer de générer là aussi un flux suffisant pour répondre demain à ces besoins d'entreprise. Une question, on dit qu'on manque de jeunes formés, bon ça c'est évident, puis ça se cumule d'année en année, c'est-à-dire qu'on a un cruel déficit de profil pour nos recrutements à tous les niveaux, mais est-ce qu'on a, par rapport aux 10 000 chaque année, est-ce qu'on a les places de formation nécessaires pour en mettre 10 000 de plus chaque année dans le circuit? Super question ça. Question très pertinente. Non, je peux pas répondre parce que effectivement, je pense que même la volonté du gouvernement, la noble, je dirais, se dire on souhaite augmenter l'apprentissage. Je pense que ça rejoint un peu le discours qu'on s'est dit tout à l'heure. Demain, si on augmente de 100 000 apprentis au total en France, je suis même pas sûr qu'on ait les places dans les CFA. Et je suis même pas sûr qu'on ait le financement pour le faire. C'est-à-dire qu'en termes de coût contrat, même au niveau de la péréquation, il n'y aura pas assez d'argent. Donc ça va se développer. Nous, on travaille, nous en tant qu'OPCO, on a la volonté, en tout cas nos administrateurs ont déjà émis cette volonté de travailler au plus proche de l'offre de formation. Aujourd'hui, c'est vrai hier plutôt en tant qu'OPCA, on était plutôt perçu comme un portefeuille, c'est-à-dire que bon, pour les contrats de pro, ils nous appelaient essentiellement pour des problématiques de financement. Demain, ça sera une vraie collaboration à la fois pédagogique, mais également sur des sujets comme l'attractivité métier et des sujets comme la proximité. C'est-à-dire que ce qui est valable dans le bassin Hauts-de-France n'est pas forcément valable en PACA ou en Nouvelle-Aquitaine. Et donc du coup, ça sera plutôt une relation de proximité avec nos antennes. Bon courage David. Alors, juste pour rebondir là-dessus, donc le message, si je le prends un peu à l'envers, c'est de dire aussi que bienvenue dans le secteur du numérique si vous êtes un jeune et si vous souhaitez faire de l'apprentissage. Qu'il y a de nombreuses initiatives pour faire découvrir ce secteur et ces métiers. On en partage une en partenariat aujourd'hui, pour la petite histoire, on est en partenariat avec Elsinov, qui est une action qui est menée par l'association Elle Bouge de mémoire, et qui est destinée à promouvoir la mixité dans les métiers, notamment du numérique. Donc c'est aux arts et métiers, pas loin de chez nous, où il y a du coup, on a travaillé là sur les publics scolaires pour leur faire découvrir les métiers au travers de témoignages ou d'ateliers pratique. Donc effectivement, si vous êtes un jeune et si vous souhaitez travailler dans le numérique, dans le digital ou dans l'informatique, parce que finalement on ne sait plus très bien, et dans l'ingénierie, les portes sont grandes ouvertes. J'en profite vu qu'on est rediffusé sur YouTube, donc je fais passer quelques messages. Voilà, et il y a beaucoup d'outils, il y a moyen de se former à tous les types de métiers. Enfin moi, c'est l'expérience que j'en retire, parce qu'on a besoin dans tous les corps de métier. On a parlé de la data, mais il y a aussi ce bon vieux métier du numérique qui s'appelle le développement. Donc on a beaucoup besoin de développeurs à tous les niveaux. On a besoin de gens dans le domaine du commerce, on a besoin de gens sur tous les types d'activités. Et c'est pas des métiers de garçons. C'est aussi un autre message. On a aussi ce souhait de développer ça pour les jeunes femmes. On le verra tout à l'heure au travers d'un témoignage. Mais effectivement, alors moi j'ai utilisé le site. On a un de nos adhérents qui est allé faire des présentations là en établissement scolaire. C'est Rémi Carayon. Je vais pas le citer du coup. Et on a utilisé la petite vidéo de présentation de 2 minutes sur les métiers du numérique, donc qui fonctionne plutôt bien apparemment sur les publics scolaires. Donc je pense que même si vous avez au niveau des entreprises des jeunes à qui présenter les métiers, c'est un bon moyen de renvoyer sur ce site-là
pour déjà débroussailler le plus gros de ce qui peut exister dans notre secteur d'activité. Les vidéos sur YouTube sont assez bien faites. On sait que les jeunes aiment bien consommer des vidéos, donc c'est un moyen, sans trop se prendre la tête et sans faire trop long, de faire découvrir ce secteur d'activité. Voilà. Et je vais terminer par la première campagne. Hop. La première campagne sur l'apprentissage menée par la branche. Donc campagne digitale. On n'a pas encore expérimenté les campagnes sur le terrain avec des événements simultanés comme vous pouvez le faire aujourd'hui, en tout cas partout en France, mais je ne doute pas qu'un jour on pourra le faire. Donc là on a mené des campagnes donc, tout au long de l'année 2018, donc ça a commencé à la rentrée avec une mini-série plutôt, là il y a eu 5 vidéos inspirationnelles, une par secteur. Donc là, c'était plutôt, on va dire, des vidéos qui donnaient envie, enfin voilà, à des jeunes de se dire que l'orientation aujourd'hui, pardon, Siri est connecté. Je ne sais pas quel mot-clé d'ailleurs il a utilisé. Désolé. Donc voilà, c'était plutôt des vidéos inspirationnelles sur le fait de donner envie. Et ensuite, on a enchaîné avant les vacances de Noël avec un top 5, donc un topito, un format qui a très bien fonctionné, très viral, sur les clichés sur le contrat d'apprentissage et notamment le contrat d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. On a eu énormément d'interactions avec cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder. Alors, si vous avez besoin des sous-titres, n'hésitez pas à demander à vos enfants parce qu'on a utilisé le langage vraiment Jones. Et ensuite, on a terminé par des vidéos un peu plus pédagogiques, donc en janvier-février, sur le triptyque et la relation entre les responsables pédagogiques, le jeune et le maître d'apprentissage en entreprise. Ce fameux triptyque pour, on va dire, répondre à des questions pratico-pratiques à travers une collaboration avec un vrai youtubeur qui nous a aidés et communiqué également dans le message. Cette campagne a été relayée à travers plusieurs supports, donc des supports comme des supports télé à travers 2 chaînes de la TNT, ma chaîne étudiante, MCE TV, et également VL, Vie lycéenne, qui est un support animé par des lycéens, les EcoStart, Job en Stock, Studirama et le web pédagogique qui nous ont aidés à relayer cette campagne. Et au total, ces vidéos ont fait près d'1,4 million de vues. Donc c'est pour vous dire que l'apprentissage est un dispositif qui intéresse fortement les jeunes. Et un dispositif préconisé, en tout cas, et qui marche bien dans la branche et qui ne demande qu'à être développé. Voilà, donc je ne sais pas si on peut aller... non, je pense que c'est bon sur le site. On a eu quelques problèmes de connexion. Voilà, je vous invite vraiment à y aller, à essayer de naviguer. Et surtout, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. Ce site-là évolue quasiment tous les mois. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou par SMS. Non, pour l'instant. Ah, j'ai une question. Un apprenti peut-il être un apprenant en reconversion à 30 ans, 40 ans et plus? Il lui reste de belles années, j'ose le croire, effectivement. 25 ans dans le monde de l'entreprise, ne faut-il pas aussi ouvrir les portes au plus grand nombre? Alors la question c'est, oui, et l'apprentissage tout au long de la vie, est-ce que c'est possible ou pas? À travers le contrat de pro. Et non, l'apprentissage est limité donc à 29 ans maximum. Après, à part les spécificités pour les publics travailleurs handicapés ou en reprise ou création d'entreprise. Mais sinon, non. Pour cette question, non. En tout cas, pas en apprentissage, mais en contrat pro, oui. Alors, je vais poursuivre un peu le questionnement. Il était question, à un moment donné, d'une espèce de fusion des différents contrats d'alternance. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité? Est-ce que c'est une arlésienne? Est-ce que ça n'arrivera jamais? Parce qu'en fait, ces contrats ont quand même beaucoup de points communs et finalement peu de points de divergence, si on regarde dans le détail. Oui. Mis à part les circuits de financement, en effet. Avec la nouvelle réforme, oui. Avec la nouvelle réforme, oui. On voit, ouais. Après, si on n'y arrive pas à la prochaine réforme, on n'y arrivera jamais. Parce que ça fait 20 ans qu'on en parle.
Je me permets du coup de reposer la question. Voilà, donc effectivement, alors, il reste le contrat pro qui se finance un petit peu différemment. Question, je fais une parenthèse. On a parlé de l'apprentissage et de son intérêt. Est-ce que les contrats pro aussi dans la branche recèlent vous avez des données pour nous dire si ça recèle un intérêt particulier ou si la branche recourt aussi à ce dispositif-là? Et est-ce que c'est un vrai vecteur d'insertion aujourd'hui? Oui, oui, oui. Bah, comme a dit Nizar, on a 19 000 contrats pro, 10 000 contrats d'apprentissage. Oui, clairement, le contrat pro fonctionne très très bien dans notre branche. Voilà. Donc y compris si j'ai 30, 40 ans. Exactement. Très bien. Alors j'espère qu'on a répondu à la question en effet. Après Thierry, en termes de pratique, je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes dans la salle. Je pense que les mois à venir, les années à venir vont certainement voir peut-être le curseur bouger entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage. Notamment parce que le contrat d'apprentissage, en termes administratifs, va plutôt, en termes de souplesse, pardon, va plutôt vers le contrat de pro. Mais également, on va rentrer dans une logique de financement via des coûts contrats. Et là, je pense qu'administrativement et financièrement, que ce soit pour les entreprises et notamment pour les organismes de formation, en termes de simplicité, on risque de voir le curseur un peu peut-être voilà, peut-être arriver à 15 000 ou même s'inverser. En tout cas, c'est les prévisions qu'on a, mais après, ce n'est pas forcément sur notre secteur, ça sera sur d'autres secteurs également. D'accord, une question à suivre donc. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à distance ou dans la salle? Pas. Alors, je vous remercie déjà de cette intervention. Alors, on va pas quitter le sujet. Je vais appeler Christophe Maillet, qui est un représentant de la MIAGE, qui va nous parler d'une initiative qui a été prise par ça. Alors, pourquoi on a pris l'exemple de la MIAGE? Il va nous expliquer ce qu'est la MIAGE. En 2 mots, pourquoi on a pris cet exemple-là? Parce qu'ils ont mené une initiative pour favoriser le développement de l'apprentissage et la réussite de l'apprentissage dans le secteur d'activité. Donc, il nous a semblé tout à fait pertinent de parler de ça. Alors justement, on parle d'une initiative qui concerne des stages de pré-apprentissage. Mais peut-être que tu peux nous dire 2 mots, Christophe Maillet, sur ton rôle et sur ce qu'est la MIAGE et sur cette initiative des stages de pré-apprentissage. Tout à fait. Alors, la MIAGE existe depuis pas mal d'années, puisque je crois que l'année prochaine, on fête les 50 ans de la MIAGE, donc c'est quand même, on va dire, une certaine institution. Il faut que je parle plus dans le micro, c'est ça. Donc, l'objectif de la MIAGE, c'était au départ une formation universitaire qui a double formation, gestion et informatique. Et on continue donc de cette double formation. C'est une formation qui existe à peu près qui existe sur plus de 20 universités françaises, donc est un peu particulière puisque chaque université peut avoir sa MIAGE, mais il y a quand même un réseau inter-MIAGE. Bon, après, c'est une des particularités de l'université française, mais donc c'est une formation qui existe depuis plus de 50 ans, avec effectivement dans le numérique une grosse activité, puisqu'effectivement, c'est quand même là où les gens vont en grande partie, même si certaines formations MIAGistes sont plus tournées gestion. Celle de Bordeaux est beaucoup plus tournée du côté informatique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que globalement, on parle des taux d'insertion. Hein. Effectivement, ça a été évoqué, c'est pas mal. On était déjà, alors 90, 95, 100%, en fait, ça dépend un peu de chaque année, mais on était de toute façon dans ce type de taux d'insertion qui sont en gros des taux d'insertion où les entreprises ont besoin d'informaticiens. Ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que oui ou non, on a suffisamment de personnes? Merci Agnès pour ta question. Je vais d'ailleurs en répondre en partie, puisque la question était est-ce qu'il existe des places dans les écoles? Clairement, aujourd'hui, on ne remplit pas nos quotas. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on peut avoir plus d'étudiants qu'on en a aujourd'hui. Pourquoi on ne les prend pas? Parce que tout simplement, on n'a pas les bons candidats avec les bonnes personnes volontaires. Donc on a bien une problématique. J'apprécie le fait de dire qu'effectivement, il faut bien aller au collège pour bien dire effectivement aux personnes que les formations d'informaticiens, ce ne sont pas que des geeks boutonneux. C'est effectivement, j'ai rien contre les geeks boutonneux. Hein, je veux pas surtout. Là, ils peuvent venir aussi. Hein. Ils peuvent venir aussi. Hein, j'en ai dans ma boîte. Hein, voilà, c'est à côté. On en a aussi à la MIAGE. Mais on a aussi beaucoup de filles. Donc c'est aussi assez intéressant. On a aussi comme des fortes proportions de filles, hein, 30-40%. Donc ça dépend des formations. Donc oui, effectivement, la solution est bien d'avoir plus de gens volontaires. Bien pour arriver effectivement à avoir des bons taux d'insertion, puisque c'était ça la question. Et c'est là où aussi on dit que les formations en fait en apprentissage
permettre l'intégration professionnelle, je dirais que même sans l'apprentissage, on arrivait à avoir des super taux d'intégration professionnelle. Pour moi, l'apprentissage marque beaucoup plus le fait que les entreprises ont besoin de ces personnes et donc sont prêts à les payer. Parce qu'effectivement, la problématique du coût pour l'entreprise est une vraie problématique. Moi, je me pose simplement la question, puisque aujourd'hui, globalement, à l'amiage, on a à peu près 80% d'alternants, on va dire, avec une immense majorité d'apprentis, et 20% de non-alternants. Et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a toujours ces 20% de non-alternants qui restent, et on a toujours cette population de 20% de non-alternants qui ne souhaitent pas être alternants. Et d'ailleurs, il faut se poser la question après, quel est l'intérêt pour une entreprise d'arriver à prendre un alternant ou pas prendre un alternant? Et donc là, on s'est rendu compte que globalement, on avait 3 types de populations qui nous prenaient nos étudiants en alternance. Le premier grand type d'entreprises qui nous prennent les alternances, ce sont, on va dire, entre guillemets, les grands groupes qui ne sont pas spécialement spécialisés en informatique. C'est-à-dire, pour caricaturer, on va dire Renault, on va dire EDF, on va dire donc en gros des gens qui ont besoin d'informaticiens, mais dont ce n'est pas le cœur de métier. Alors ces personnes, clairement, ne se sentent absolument pas concernées en fait, par le fait de dire que vous pouvez prendre quelqu'un en L3. Clairement, ils ont leur process. Leurs process font qu'ils prennent des alternants en master et aujourd'hui, ils ne prennent pas de stagiaires de L3. Ils prennent directement des alternants à partir des offres qui vont arriver à peu près en mai. Alors maintenant, ils offrent les offres, on les a maintenant, enfin avril-mai, pour une entrée en septembre. Ça, c'est une partie de la population. À la limite, elles ne sont pas concernées par ce dispositif. Ensuite, on a 2 grands types d'entreprises, de grands groupes qui nous prennent des alternants. Le premier grand groupe, on va dire, ce sont des gens dont c'est le métier, qui ont une forte demande. Ces gens-là, ce sont globalement, pour caricaturer, les ESN. Donc ces ESN ont un processus de recrutement actuellement qui fait qu'ils prennent les gens dès le mois de septembre. On est bien d'accord? Ils prennent le mois de septembre 2019, ils ont les offres pour pouvoir prendre des gens en alternance en septembre 2020. C'est-à-dire qu'effectivement, ils mettent 1 an de processus, c'est-à-dire que pendant un an avant, ils émettent leurs offres. Et donc là, ces gens, ils ont fortement besoin en fait, d'avoir un maximum de personnes, parce que la pénurie des embauches fait que ils veulent les avoir le plus tôt possible. Et bien évidemment, ils veulent avoir ces gens-là le plus tôt possible. Et tous les étudiants magistes, on est bien d'accord, sont tous excellents. Hein. Bon, il y en a quand même qui sont un peu plus excellents que les autres. Et en fait, c'est ceux-là que tout le monde va avoir. C'est les plus excellents. Et donc pour ça, c'est très très simple, il faut les prendre dès le L3. Pour eux, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt de faire ça dès le L3, ça permet de prendre, on va dire, 10 stagiaires L3 et d'en garder 8 pour qu'ils aillent en alternance. En fait, c'est ça leur objectif, c'est d'arriver dès le départ à avoir suffisamment de personnes. Et le problème, on sait bien que le premier stage, en fait, est le plus compliqué. Le compliqué pour un étudiant qui arrive sur le marché du travail, c'est de trouver son premier stage, son stage L3. Donc en faisant ça, eux, ça leur permet de sélectionner, ça leur permet de prendre quand même pas mal de monde et de les voir travailler. Parce qu'il ne faut pas oublier, un contrat d'alternance, c'est un contrat sur 2 ans. Même si, effectivement, il y a des ruptures de contrat, 4%, les chiffres ont été donnés, c'est néanmoins toujours un échec de la part de tout le monde. Et en règle générale, les entreprises qui prennent un alternant, s'il n'est pas très bon, ils vont essayer de faire un effort. Ils ont quand même investi. C'est comme des êtres humains. On est quand même sur des relations humaines. Donc ce que l'on constate, c'est même si on a des étudiants qui sont un peu moins bons, les entreprises ont fait un effort pour essayer de les garder. Donc pour eux, ils ont tout intérêt à le prendre dès le départ, dès le L3. Parce que comme ça, si vraiment au bout des 3 mois, ça ne correspond pas tout à fait, effectivement, la personne n'aura pas d'apprentissage. Tu as le cas, c'est-à-dire où les mariages ne se font pas suite à cette première période? Oui, il y en a. Alors, il y en a et pas toujours de la part de l'entreprise. Hein. Enfin, qu'on soit d'accord, aujourd'hui, il y a une pénurie. Aujourd'hui, j'ai globalement 50 étudiants et je reçois globalement entre 200 et 300 offres. Donc, la problématique, aujourd'hui, on est vraiment au fait que l'étudiant va faire son marché. Il va regarder quelle est la meilleure entreprise. Avec, de toute façon, aujourd'hui, pour nous, le meilleur des recrutements, ce sont les étudiants entre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une société où ça se passe mal sur un étudiant, il vous crame la totalité de la promo de l'année suivante. Hein. C'est vraiment, on en est à ce niveau-là, effectivement. Donc on retrouve un certain nombre de schémas quand on est dans le marché du travail actuel et ses tensions actuelles, déjà au niveau de la formation et des études pour ce qui est alternance et apprentissage. On retrouve un peu les mêmes schémas. Alors pour moi, et puis après je parlerai de la troisième catégorie, pour moi aujourd'hui, les étudiants en alternance, de façon globale, effectivement, ont vraiment
une concurrence, ont vraiment effectivement une demande. Pourquoi est-ce que pour moi il y a de l'alternance? Pourquoi est-ce qu'une entreprise paye alors effectivement 1 500 € par mois plutôt que de prendre un stagiaire à 560 €? Enfin, je rappelle. La base, hein, les étudiants en Master 2, ils ont 6 mois de stage. Pour nous, nos étudiants en alternance sont globalement la moitié du temps en entreprise. Globalement, ça fait 6 mois aussi. Pourquoi est-ce qu'une entreprise s'embête à payer 1 500 € un alternant plutôt que de prendre un stagiaire à 567 €? C'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a une telle concurrence que je dirais que la pression, elle est beaucoup plus de la part des étudiants et des alternants que des entreprises. Donc cette concurrence existe réellement. Donc, et ça, par contre, j'ai une troisième catégorie, je voudrais juste quand même en parler parce qu'en plus j'y tiens quand même énormément, c'est la catégorie des TPE-PME. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, clairement, vous êtes chez Orange, vous avez un service RH qui est très très bien fait, vous êtes chez CGI, Soprasteria et autres, vous avez un service RH qui est très très bien fait avec des gens qui sont vraiment spécialisés. Vous êtes une PME-TPE, dans le meilleur des cas, vous avez une RH. Dans le meilleur des cas, avec une RH qui est bonne pour régler toutes les problématiques sociales, hein, les alternances, le fait d'avoir le prélèvement à la source qui pose aucun problème pour les entreprises et autres. Donc tous ces petits points qui sont supplémentaires et effectivement les RH doivent prendre en compte. Elles ne sont pas toujours, ces RH, des spécialistes du recrutement. Et en fait, l'immense intérêt en fait, d'avoir un stagiaire L3, c'est qu'une entreprise PME-TPE peut parfaitement prendre effectivement quelqu'un 3 mois en stage avant, en ayant des vraies perspectives et en voyant réellement effectivement la possibilité d'intégrer ou pas une personne qui correspond effectivement à la culture de l'entreprise. Même si, ça a été évoqué tout à l'heure, le fait de dire j'embauche quelqu'un pour une culture d'entreprise, on voit quand même fortement aujourd'hui des étudiants, des alternants, qui restent 3 ans dans l'entreprise et qui après s'en vont. Parce que tout simplement, effectivement, comme aujourd'hui il y a une course au salaire de façon globale, et ben cette course au salaire fait que les étudiants en prennent pendant 3 ans et que derrière, effectivement, elles cherchent à partir. Donc cette problématique pour les PME, TPE, c'est quand même hyper important parce que vous êtes dans une grosse ESN, vous changez de SN, globalement ce sont les mêmes méthodologies de travail, c'est globalement la même culture d'entreprise. Même si je vais avoir des gens de Capgemini, de Soprasteria qui vont dire qu'ils ne sont pas du tout pareils, mais c'est globalement assez proche. Alors que lorsque vous êtes dans une TPE, une PME, et que vous changez pour un grand groupe, là c'est vraiment différent. Et en fait, cette culture de la TPE-PME, aujourd'hui, n'est pas spécialement la culture la plus répandue parmi nos étudiants. Aujourd'hui, les étudiants ne vont pas spontanément, spontanément, ils vont aussi vers une certaine tranquillité. Hein, il y a quelques années, les gens voulaient absolument rentrer à la SNCF, c'était cool, c'était une carrière de vie, on est resté pendant 40 ans. On n'est plus tout dans cette structure de vie actuellement. On verra tout à l'heure parce qu'on a quelques données sur la population des étudiants, justement. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est quand même de dire qu'aujourd'hui, il faut arriver absolument à faire venir les gens en entreprise, faire venir les gens PME, TPE. Et effectivement, c'est un excellent moyen, en les faisant rentrer en L3, pour arriver à ce qu'au niveau de la TPE, on se rend compte que l'étudiant va correspondre au type de poste, va pouvoir s'imprégner de la culture de l'entreprise et essayer effectivement derrière de continuer pour rentrer. Et aujourd'hui, en fait, c'est une partie qu'on essaie vraiment de développer parce que ça intéresse tout simplement, enfin, ça me permet d'offrir une offre, on va dire une autre vision que la vision purement grand groupe. Ça permet d'offrir tout simplement la vision PME-TPE, qui est quand même aussi une grande pourvoyeuse de postes de travail. D'accord. Donc l'idée de cette période en L3 de stage préparatoire, c'est souvent un facteur d'acclimatation vis-à-vis de l'entreprise et de favoriser soit ce choix, soit ce succès sur la période d'après, en fait. Oui, tout à fait. Et je dirais que c'est en plus une des particularités et un des biais, des limites de l'apprentissage. C'est qu'avant, on avait 3 périodes de stage. On avait période de stage en L3, en M1, en M2, avec la possibilité de faire des TPE, de travailler dans l'administration et de faire des grands groupes. De façon globale, on pouvait, sur ces 3 périodes, faire 3 types différents. Avec l'apprentissage maintenant, on n'a plus vraiment le choix, en fait. Lorsqu'on va rentrer sur une branche, on va rentrer sur cette branche pendant les 2 ans et demi, ce qui a d'autres avantages. Hein. Mais ce qui veut dire qu'effectivement, ce choix, il est très compliqué. Et ce choix, notamment pour une PME-TPE, il est d'autant plus important que l'investissement financier est important aussi. Donc ça permet à tout le monde d'arriver à se dire, oui, effectivement, je suis prêt à m'engager sur ces quelques temps. Et clairement, on voit en fait 2 choses se passer. Un, les entreprises qui ont une offre d'apprentissage, qui effectivement se disent, je prendrai L3, comme ça va me permettre de continuer. Et l'offre inverse, qui sont les L3 qui sont investis en fait, dans une entreprise et qui tout de suite pensent à l'apprentissage. Et les entreprises qui n'avaient peut-être pas pensé à l'apprentissage basculent sur l'apprentissage.
D'accord. Parce que quelque part, c'est une espèce de CDD durant 2 ans avec quelqu'un qui a commencé à prendre en compte clairement l'évolution numérique de l'entreprise. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour Christophe Maillet? Non. C'était un exposé très clair, limpide. Ah, il y a une question. Pardon. Excuse-moi Flavie, j'arrive. C'est un peu long, hein. Je vais meubler en vous disant que c'était quand même une intervention extrêmement claire, ce qui me permet de Je te faire remercie, quelques Thierry. pas jusqu'à la question. Non, moi j'avais juste une question pratico-pratique. Du coup, les L3, les offres de stage, il faut les contacter quand alors? Alors, la difficulté, c'est qu'on est aujourd'hui sur une course en fait au planning. Et la course au planning, pour nous, elle a une limite, c'est qu'il rentre en septembre. Donc, c'est pas avant septembre, parce qu'effectivement, on les connaît pas, hein, tout simplement. Clairement, les premières offres des grosses sociétés de services, leur book avec leurs 200 offres, il sort en septembre-octobre. C'est juste l'après, on va dire, entre guillemets, c'est un problème de concurrence. C'est septembre-octobre. Hein, donc, C'est comme les places en crèche, quoi. en plus, c'est un peu des gros bébés de temps en temps, je confirme. Très bien.